Merci beaucoup. Donc on voulait que cette présentation reflète un petit peu la façon dont on prend en charge ces patients avec la Heart Team. Et donc vous avez grosso modo les trois principaux interlocuteurs dans ces situations, à savoir le réanimateur de chirurgie cardiaque, l'hémodynamicien et le chirurgien cardiaque. Et donc on va essayer de vous faire un petit panorama de la place de ces assistances dans l'ischémie aiguë, et vous verrez que l'utilisation de ces assistances finalement reste encore très controversée. Donc qui dit assistance dit choc cardiogénique. Grosso modo 30% de mortalité toutes causes confondues dans ces chocs cardiogéniques. Et la question fondamentale qu'on évoque depuis ce matin, c'est plutôt soigner le cœur. Et dans ces situations de choc cardiogénique, finalement, on va se rendre compte que l'assistance, elle, va plutôt soigner tout ce qui va défaillir à côté, sans vraiment soigner le cœur. Et donc, c'est ce qui va poser les grandes questions scientifiques de ces prises en charge. Et donc, la place de l'assistance, elle, va être plutôt de soigner le corps que de soigner le cœur avant de pouvoir potentiellement soigner le cœur. Et donc pour ça, il faut pouvoir savoir ce qu'on traite, quand on le traite et comment on le traite, d'où la place... Des classifications, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas parler de choc cardiogénique sans parler des classifications. Alors, il y en a eu plein ces dernières années, notamment celle de French Shock qui est assez utilisée. La dernière qui est à la mode, que je pense qu'il faut connaître quand même, parce qu'elle est très utilisée dans les papiers actuels, en tout cas dans les recommandations, etc. C'est la classification de la SCAI. Alors, la SCAI, c'est quoi? C'est la Société de cardiologie interventionnelle américaine, qui a voulu pondre sa classification également. Alors vous voyez, ils ont fait quand même assez simple, en 5 stades, de A à E. Globalement, A, vous êtes à risque, E, vous êtes mort. Et entre les deux, il y a plusieurs étapes. B, vous avez besoin globalement d'un remplissage d'une expansion volémique. C, vous avez besoin d'inotrope. Et D, normalement, vous êtes assisté, ou en tout cas, vous êtes en train d'échapper, vous êtes réfractaire. Cette classification est importante quand même, parce que vous la verrez très souvent. Et elle va nous servir notamment pour les recommandations, pour les papiers, pour que tout le monde parle de la même chose. Et aussi pour les algorithmes, y compris les algorithmes locaux. Donc, ce qui nous amène à vous parler d'une initiative qui a été lancée il y a un peu moins d'un an, qui est la mise en place de cette UMAC, qui, à l'image du camion que vous avez pu voir tout à l'heure de neurovasculaire qui va aller sur le terrain pour aller déboucher les artères cérébrales. Voilà, l'idée, c'est d'aller au plus près du patient qui est en choc cardiogénique, en particulier en arrêt post-arrêt cardiaque, pour limiter ce temps de prise en charge qui est vraiment fondamental dans la diminution de la mortalité. Alors, ce sont des stratégies qui sont extrêmement lourdes en termes de logistique et qui nous ont permis récemment d'aller donc au domicile de certains patients pour aller poser des assistances. Ça, c'est des photos de la première sortie avec le patient qui a été transféré ensuite via les pompiers pour avoir sa coro et être pris en charge par la suite. Donc tout ça n'est possible, pour rebondir avec ce que disait Pierre-Guillaume, que si on a des classifications qui nous permettent de bien identifier les patients, puisqu'on ne peut pas faire ça chez tout le monde, et il faut vraiment être dans un timing le plus adapté afin de répondre à la demande. Alors avec mon illustre collègue, on va vous parler quand même d'assistance, parce que c'est le but du topo. On va donc vous parler des assistances temporaires, circulatoires, celles qui en tout cas sont utilisées actuellement, notamment en France, et globalement dans le monde, les principales. Il s'agit évidemment de l'ECMO, on va dire un peu être l'assistance gold standard. On va parler un petit peu de ballon de contre-pulsion, également de l'Impella, qui fait beaucoup parler d'elle. Alors, assistances qui ont chacune leurs effets hémodynamiques, on l'a dit, certaines vont agir sur le cœur, d'autres plus sur la circulation systémique. Vous allez pouvoir avoir une décharge gauche, par exemple, avec le ballon de contre-pulsion ou l'Impella, une assistance systémique très importante avec une ECMO, et parfois un petit peu les deux avec l'Impella, et on va détailler ça un petit peu après. En tout cas, ces assistances sont modulables et vont parfois pouvoir s'enchaîner ou s'associer. Et donc, ce qui va être fondamental de savoir, c'est de savoir quel va être l'objectif de cette assistance, puisqu'on ne va pas utiliser l'ECMO, l'Impella ou le ballon dans les mêmes situations. Et donc, comme on disait tout à l'heure, l'objectif, il va être de savoir si on est plutôt dans une stratégie de sauvetage. Vous avez pu voir la petite citation après la mort, il y a l'ECMO. C'est assez caractéristique. C'est que, grosso modo, on arrive chez des patients qui sont moribonds, et l'idée, ça va être, au-delà d'aider le cœur qui, lui, va avoir
besoin de plus de temps pour récupérer, il va falloir essayer de sortir de cette cascade d'ischémie délétère qui va aboutir, comme on l'a vu tout à l'heure, à la mort cellulaire, et essayer de stabiliser les patients. Et donc l'objectif premier, qui va être celui de l'ECMO, ça va être d'améliorer cette perfusion systémique avec une oxygénation en améliorant un débit de perfusion. Mais on peut aussi, avec les nouvelles assistances dont on vous parlait comme l'Impella, essayer de diminuer cette ischémie myocardique. On va vous montrer les potentiels effets que ça peut avoir et les résultats scientifiques qui sont derrière, en assurant une décharge ventriculaire gauche. Et à côté de ça, ou tout du moins entre les deux, on va pouvoir associer à l'ECMO, avant, pendant ou après, un ballon de contre-pulsion qui va avoir grosso modo les mêmes indications que l'Impella, mais avec des effets qui seront potentiellement moindres. Donc si on veut rentrer un petit peu dans le détail de l'utilisation, on va vous parler notamment de l'Impella, la petite dernière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'en ont jamais vu à l'usage, vous avez un petit schéma sur le côté. L'Impella, globalement, c'est une vis sans fin. C'est une petite turbine qu'on va aller implanter par voie fémorale, avec un gros désilé, c'est du 14 French pour la plus petite, qu'on va les placer dans la aorte thoracique descendante, qu'on va les placer dans la aorte, on va remonter le flux comme les saumons, on va les la placer dans le VG. Et cette Impella, elle va aller aspirer dans le ventricule gauche, elle va aller aspirer le sang, elle va la réinjecter dans la racine aortique. Et ça va avoir plein d'effets, ça va diminuer les pressions télédiastoliques du ventricule gauche, ça va baisser la tension pariétale, et ça va vous permettre d'augmenter le débit. Donc finalement, sur le papier, c'est assez génial, puisque ça vous apporte une protection myocardique, une meilleure perfusion coronaire et un support hémodynamique systémique. Ça a l'air génial, vous le voyez, et pourtant il y a quelques limites. Donc effectivement, ça a l'air plutôt prometteur, en particulier sur les études animales. Ça, c'est une étude qui a été réalisée sur des chiens qui a permis de montrer que finalement l'utilisation de l'Impella dans des modèles d'infarctus permettait de diminuer la taille de l'infarctus et donc d'améliorer la récupération ventriculaire gauche derrière. Mais dans la vraie vie, c'est pas forcément toujours parfait, puisque ce sont des dispositifs qui sont relativement complexes à utiliser. Et vous allez voir ensuite sur les résultats. Mais déjà, au-delà des résultats initiaux, ce sont des dispositifs qui sont souvent associés à des complications qui sont non négligeables, des hémorragies qui surviennent dans 7 à 40% des cas. Alors c'était beaucoup à la phase initiale de l'utilisation de ces assistances qui remontent déjà à quelques années, quand les dispositifs n'étaient pas forcément adaptés aux tailles des vaisseaux, et donc on avait pas mal d'hémorragies. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des taux qui sont relativement faibles. Pas mal d'insuffisances rénales, principalement liées à l'autre complication qui est l'hémolyse, parce qu'il faut savoir que ce genre de pompe, pour assurer un débit correct, va tourner entre 30 et 40 000 tours minute. Donc il faut imaginer ce que ça peut avoir comme effet sur les éléments figurés du sang, et des complications à type de type embolique avec des AVC, comme vous pouvez voir là. Ça, c'est une Impella qu'on a retirée avec des thrombus attachés au bout de l'assistance. Donc quand on parle de résultats, il faut regarder un petit peu dans la littérature, une littérature qui est ancienne, mais qui pourtant, il commence à y avoir pas mal de papiers, qui s'est intéressé surtout à l'Impella CP, donc l'Impella d'origine, on va dire, la plus simple, en tout cas celle qui a le moins de débit, la moins invasive. Impella CP 2.5 qui a été souvent comparée avec le ballon de contre-pulsion, parce que finalement les gens l'utilisaient un peu dans la même, ou pensaient l'utiliser un peu dans la même indication. Et là, même si c'est très séduisant sur le papier, même intellectuellement, ça nous paraît assez génial, et patatras, dans la littérature, ça ne sort pas. Il n'y a pas de bénéfice, voire c'est même plutôt délétère, c'est même globalement délétère. Les gens saignent plus, on vous l'a dit, ils font plus d'AVC, ils font plus d'hémolyse, et ils en font plus qu'avec un simple ballon de contre-pulsion. Donc c'est pas si miraculeux que ça. Et ça a amené à plus de saignements. Les seuls signaux qui sont sortis, c'est peut-être pour améliorer la mortalité si on utilise une Impella avant notamment les angioplasties à haut risque. Après tout ça, c'est globalement des études de registre et des études rétrospectives. Et donc, alors on y croit quand même, sinon on ne vous en parlerait pas aujourd'hui. On a en particulier avec Vincent des études qui sont en cours, un PHRC entre autres Ulysse qui va chercher à évaluer la place de l'Impella dans le choc cardiogénique d'origine ischémique en pré-implantation, enfin en pré-revascularisation. Il y a d'ailleurs des études qui sont sorties, des résultats initiaux la semaine dernière qui montrent des résultats qui sont plutôt encourageants. Donc on va aller plutôt sur le phénomène de décharge pré-revascularisation.
qui va permettre de diminuer le travail du ventricule gauche avant revascularisation. Et donc on attend ces résultats avec impatience. Je vais juste, pour vous illustrer un petit peu les choses, pour vous montrer un peu que ça fonctionne, c'est des patients bien sélectionnés. Ça, c'est un patient qu'on a opéré, choc cardiogénique sur une cardiopathie ischémique, FEVG initialement identifié 40% avec des hypokinésies un petit peu partout. Finalement, il arrive au bloc, il est entre 20 et 25%. Avec des akinésies sévères. Il est opéré de ses pontages et puis il ne sort pas de CEC, bien évidemment. Hein. Il sort sous ECMO. Et puis on n'arrive pas à le sevrer de son ECMO. Et donc au bout d'une semaine, on va switcher l'ECMO pour mettre une Impella pour l'aider à récupérer. Et au bout de 3 semaines, ça c'est le patient qui arrive au bloc, qui était au départ intubé, ventilé sous ECMO. Et au bout de 3 semaines d'assistance sous son Impella, donc il marchait en réa avec son assistance qu'on a pu baisser progressivement pour obtenir une récupération myocardique progressive, l'introduction de cardioprotecteurs dont on a parlé tout à l'heure. Et on a pu lui enlever l'Impella sous anesthésie locale avec un casque de VR. Et le patient, il a pu sortir du bloc debout pour aller en réa. Donc c'est quand même assez satisfaisant et c'est toujours assez déroutant d'avoir des résultats d'études qui vous montrent que ça ne marche pas, alors qu'en pratique, sur le terrain, on a vraiment le sentiment et avec des patients à l'appui que ça fonctionne. Donc ça aide avec des patients qui sont bien sélectionnés. Alors on a beaucoup parlé d'Impella, mais on va parler aussi d'ECMO, évidemment. Hein. Alors l'ECMO, c'est pareil, dans la littérature, c'est pas miraculeux. Hein. Je vous ai mis on vous a mis une des dernières grandes études, donc gros papier, New England, août 2023. Ils sont intéressés à pose d'ECMO précoce dans les gens qui étaient choqués en coronarographie sur un infarctus. 400 patients, 40 centres, donc ECMO post-coro immédiate ou traitement, on va dire, conventionnel. Et là, pareil, pas de bénéfice, alors que c'est une énorme étude randomisée sur l'ECMO, alors qu'on l'utilise quand même très régulièrement. Ce qu'il faut bien voir, un peu comme dans toute la littérature, c'est que c'est un beau papier, mais finalement, la population, là, elle est très critiquable. C'est des gens, il y avait 75% de gens qui avaient fait un arrêt, des low flow prolongés, 38% qui étaient SkyE, donc considérés comme vraiment moribonds. Et bon, ce beau papier, finalement, tout ce qu'il a montré, c'est que l'ECMO systématique n'apportait pas de bénéfice, ce dont on se doutait déjà un petit peu avant. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant, tous ces résultats. Tout ça montre finalement que, avec ces données hétérogènes, qui sont principalement liées à des petites études souvent rétrospectives, que quand en plus, après, on va dans des études randomisées contrôlées, on est sur des patients soit hyper sélectionnés, soit sur des patients mal sélectionnés. Les résultats sont souvent assez décevants. Grosso modo, pas l'implanter trop tôt, parce que vous avez vu que c'est quand même non négligeable les taux de complications qu'il peut y avoir avec ces assistances, mais pas trop tard non plus. C'est toute la subtilité de cette prise en charge. Grosso modo, la survie pour l'ECMO est plutôt bonne chez des patients bien sélectionnés. Ça apporte une perfusion systémique mais un flux rétrograde qui augmente les contraintes et donc la post-charge du VG, et donc nécessité, plutôt que de voir les choses de manière dichotomique avec un problème, une solution, c'est peut-être plutôt d'associer les choses, puisque quand on a voulu comparer ECMO et Impella, ça marche pas, parce que grosso modo c'est pas du tout la même chose, ça a pas le même effet. Donc peut-être que l'avenir c'est l'association des choses, à l'image de nos véhicules aujourd'hui et de plein de prises en charge, et ce qui amène ces nouveaux concepts. Tout à fait, d'association, ce qui est à la mode actuellement, en tout cas ce qui est étudié, avec des concepts où on va aller associer une ECMO par exemple à un ballon, ou une ECMO à une Impella de façon assez plus agressive, en tout cas plus systématique, ce qu'on appelle une ECPella pour les intimes. On pense que ça paraît pertinent, en tout cas, de sous ECMO diminuer la PCAP immédiatement, d'aller associer une décharge. Il n'y a pas de grandes études randomisées, il va y en avoir bientôt. Il y a pas mal d'études monocentriques qui commencent à sortir, enfin il y en a 3 principalement. Et on a l'impression quand même que ça fait mieux. Donc peut-être que le futur de l'assistance, c'est les associations potentiellement plus précoces, notamment d'ECPella. À l'image des prises en charge qu'on peut avoir avec les patients, où on va aller de plus en plus vers des prises en charge combinées, hybrides. Tout à fait. Et alors, avec tout ça, on n'a pas parlé du ballon, parce que qui contre-attaque. Il est toujours là, malgré tout ça. Il était considéré comme mort il y a quelques années avec IABP Choc 2. Et finalement, on se rend compte que, alors avec ces histoires de coûts,
que représentent les décharges comme l'Impella, avec les situations cliniques auxquelles on est confronté avec de plus en plus d'ECMO, finalement le ballon, il garde une place et c'est vrai qu'on l'utilise de plus en plus. Il y a même des études qui continuent là, à l'heure actuelle sur la décharge sous ECMO avec le ballon et c'est vrai que le ballon reste un outil dans notre arsenal qui n'a pas fini d'être utilisé à mon avis. Non, et qu'on utilisera de plus en plus. Alors que vous dire en conclusion que le choc cardiogénique et l'assistance c'est complexe, il n'y a pas d'assistance idéale malheureusement, on ne pourra pas vous en dévoiler une. Que la classification de la SKY c'est important de la connaître parce qu'elle est de plus en plus utilisée, elle a l'air de prendre quand même l'ascendant sur les autres. Que le timing d'implantation d'une ECMO c'est difficile, trop tôt vous êtes délétère, trop tard vous êtes déjà mort, effectivement. La place et l'avenir de l'Impella ils sont très incertains, que ce soit dans la littérature ou sur le plan financier, parce que je rappelle c'est un device qui n'est pas remboursé, c'est plus de 10 000 euros pièce, largement. C'est même la 5.5 c'est 35 000 euros hors taxe. Donc vous connaissez l'état des finances publiques, n'est pas prête d'être remboursée. Mais bon, on y croit quand même, on pense qu'il y a quelques patients qui vont en bénéficier. Et puis la contre-pulsion, elle est toujours là, à défaut de mieux, elle rend grand service, même si dans certains papiers, elle a été un peu dégradée. En tout cas, ils ont dégradé les recommandations. Et puis il y a des nouveaux concepts, l'association d'assistance, on en a parlé, d'ECPELA, c'est peut-être l'avenir ou pas. En tout cas, l'avenir nous le dira. Et puis on vous encourage à aller voir le prochain Fast and Furious qui s'appellera Fast and UMAC, avec en guest star le docteur Cadier. Merci.